Chers amis, bonjour, très heureux de vous retrouver. C'est la rentrée à Beffrovision, eh bien, tout le monde est sur le pied de guerre. On espère que vous avez passé de très bonnes vacances, vous avez eu un programme chargé. Nous avons passé beaucoup de magazines anciens, mais je sais que vous avez été très nombreux à vous remémorer un petit peu tout ce qu'on avait filmé. Donc merci à Cécile et à Claude qui avaient fait du bon boulot. Sujet de rentrée, eh bien, nous allons évidemment parler de la rentrée scolaire. Nous allons parler d'un test gratuit du Covid qui a eu lieu au Palais des Sports. Nous avons eu 2 mariages également et nous ferons un point sur les travaux de la rue du Pont-Fourneau et de la rue Fontelet-des-Jardins. Nous irons également faire un petit point sur les activités des enfants de vacances plurielles pendant les vacances. Et le 26 août, vous le savez, c'est la commémoration de la bataille du Cateau, donc nous en parlerons pour terminer ce journal. Mais pour commencer, évidemment, on va parler de la rentrée scolaire un peu particulière puisque au bout de 6 mois, eh bien, on ne va pas dire d'inactivité, mais vous savez comme moi que c'était pas forcément évident de faire travailler les jeunes chez eux. Problème d'internet, problème de cours, et finalement, eh bien, là, tout le monde était prêt pour faire cette rentrée. Alors cette année, on ne va pas vous présenter école par école, mesure du Covid oblige, et donc eh bien, on va retrouver Olivier qui va vous faire le bilan de ce premier jour de rentrée dans toutes les écoles. À toi Olivier. Avis à tous les terriens, le Corona Minus, un tout petit mais très dangereux virus extraterrestre en provenance de Vénus s'est posé sur la Terre. Et c'est à nous, petits et grands super-héros du quotidien, de nous défendre pour l'éliminer. Votre mission, si vous l'acceptez, est la suivante. Lavez-vous les 2 mains, une demi-minute. En récré, prenez soin d'éviter les disputes. Respectez la distance avec tous les copains. Permettre la science et puis tout ira bien. Vous soyez à Berlin, Strasbourg ou Hollywood. Prenez garde à toujours tousser dans votre coude. Évitez les balades dans les endroits bondés. Ne tombez pas malade, donc voilà une idée. Non, d'un petit pangolin, je sais pas ce qui me retient d'envoyer sur Vénus ce satané virus. Et non d'une chauve-souris, mais qu'en va-t-il filer d'ici, déserter notre globe, satané microbe. Chers cartésiennes, chers cartésiens, bonjour. J'ai chaque année, au mois de septembre, l'habitude d'intervenir sur les ondes de Beffrovision, et je les en remercie d'ailleurs, pour vous parler un peu de la rentrée scolaire. Les autres années, j'interviens en général au sein d'une cour d'école avec des élèves qui courent autour de moi. Là, vous voyez, cette année, nous sommes actuellement au niveau de l'école Langevin. Donc là, tu peux tourner un peu. La cour est vide. Alors, on l'a fait exprès. Chaque année, je fais le tour à la rentrée scolaire avec la Voix du Nord, Beffrovision, l'Observatoire du Cambrésis. Vu les conditions sanitaires de cette année, nous avons fait le choix de ne pas emmener la presse et autres au niveau de ces rentrées scolaires pour respecter ces fameux protocoles scolaires. Néanmoins, j'ai quand même fait le tour des écoles aujourd'hui et j'ai de très bonnes nouvelles à vous donner. La rentrée s'est passée de façon, j'ai envie de vous dire fantastique, malgré un peu toutes les contraintes du protocole sanitaire, plus que ce protocole, il est plutôt particulièrement mis en place pour les enfants de plus de 11 ans, et donc les élèves de nos écoles maternelles et élémentaires sont relativement épargnés. Alors épargnés oui et non, on évite le brassage, ils restent au sein d'un même groupe, d'une même classe, et ça se fait de façon naturelle et les enfants ne s'en rendent quasiment pas compte. En termes d'effectifs, c'est une bonne rentrée également, puisque cette année on a plus de 240 élèves au niveau de l'école Matisse, on a plus de 200 élèves au niveau de l'école Herbin, au niveau de l'école Curie on tourne à peu près à 70 élèves, et au niveau de l'école Langevin on maintient comme chaque année à peu près un niveau aux alentours de 140 élèves, donc moi je pense que cette année est bonne. Tous les parents ont joué le jeu, ont remis leur enfant cette année à l'école. J'ai une seule famille dont je tairai le nom qui a choisi de faire de l'école à domicile. Ce n'est pas quelque chose que moi j'estime nécessaire aujourd'hui vu les protocoles sanitaires mis en place et tous les efforts faits par les enseignants que j'ai pu rencontrer depuis ce matin. On a également pas mal de nouveaux enseignants qui sont arrivés dans nos écoles. J'ai demandé des photos aux directeurs et directrices d'école. Dès que nous les aurons, on va les communiquer à Beffrovision pour qu'ils puissent vous les passer. On s'est quand même permis pendant la récréation de faire quelques plans d'enfants ici dans la cour de l'école maternelle
maternelle en respectant les gestes barrières et les distances. Claude et Cécile vont vous les monter, vont vous les proposer. Donc pour moi, c'est une journée qui est très positive pour cette rentrée scolaire. Tout le monde est au rendez-vous et je tiens particulièrement à remercier, alors effectivement, les services de la municipalité. Je suis en train de penser à Véronique pour les gestions des inscriptions. Je suis en train de penser à Thierry, Monsieur Covid, au niveau des services techniques qui ont mis des choses en place dans toutes les écoles, du marquage au sol et ainsi de suite, qui sont sur le qui-vive depuis le mois de mai, depuis le déconfinement. Je tiens à remercier également les femmes de ménage qui ont joué un rôle essentiel depuis la réouverture des écoles au mois de mai en termes de nettoyage et désinfection. Cette année, on a encore revu un peu à la hausse leurs horaires pour justement pouvoir pallier à tous ces problèmes de nettoyage et de désinfection. Je tiens à remercier également les enseignants qui font un travail fantastique dans leurs écoles, les directeurs d'école que j'ai embêtés dès la semaine passée pour les réunir et qui ont joué le jeu malgré qu'ils étaient en vacances, qui sont venus à cette réunion pour organiser un peu la rentrée scolaire pour les parents. Et je vais terminer également par le collège, par le département, plus particulièrement la cantine, parce que c'était quelque chose auquel je tenais de remettre en place la cantine pour cette rentrée scolaire. On a travaillé main dans la main avec le département, on a travaillé main dans la main avec le collège. Je suis en train de penser à Monsieur Terrier qui nous a vraiment fait une organisation au cordeau, au feeling, pour faire en sorte que vos enfants puissent retrouver le chemin de la cantine sans aucun souci. On a remis en place également le ramassage de scolaire le matin pour les enfants de nos écoles maternelles et élémentaires, et on a remis également en place le périscolaire le soir pour que vos enfants et vous également puissiez retrouver une vie, je ne vais pas dire normale, puisque la pandémie est toujours là, il faut toujours que l'on soit extrêmement prudent par rapport à tout ça, mais quelque chose qui ressemble un peu à la vie presque d'avant. Et ça, j'en suis assez content et assez fier, et je tenais à remercier tous les éléments qui ont participé à ce résultat. Alors, t'es content de rentrer à l'école? Oui! Ouais! La deuxième information importante, c'est évidemment, on va parler du Covid. Au Cateau comme ailleurs, il faut faire très attention. Vous savez que le masque est obligatoire dans les magasins. On vous conseille de vous laver les mains régulièrement, d'éviter d'embrasser. C'est pas simple, je crois qu'il faut le vivre, c'est important. Faites attention à vous, essayez de garder ces mesures. 1 mètre, c'est pas beaucoup, mais je sais que les enfants, les petits-enfants, embrasser les grands-parents, ils en avaient l'habitude. Je pense qu'on va vivre avec ce phénomène pendant un moment. Et donc au Cateau, eh bien, on a organisé le premier test gratuit du Covid au Palais des Sports. La mairie du Cateau ainsi que 54 communes avec la CA2C et la commune du Pays de Mormal, eh bien, ont organisé sur un bassin d'à peu près 100 000 personnes, ont souhaité faire ce diagnostic gratuit. Et donc on a Philippe Selem qui a bien voulu répondre à nos questions. Voici le reportage. Oui, bonjour. Alors donc aujourd'hui c'est une grande journée de dépistage massive du Covid organisée au Palais des Sports de 9h à 18h par la mairie du Cateau et les 54 communes aux alentours et sous le patronage de l'ARS. Donc pourquoi le Cateau et les environs ont été choisis par l'ARS ? Tout simplement parce qu'on n'a pas d'indicateur de positivité dans cette région et l'ARS a choisi cette région pour connaître le taux d'incidence de positivité du Covid dans cette région sud du Nord. Alors comment ça se passe? Donc les personnes viennent quand elles veulent, de 9h à 18h. Elles sont accueillies par les agents de l'ARS. Il y a également la sécurité civile qui est là. Et donc elles remplissent un questionnaire, ça va assez vite. Tout ça pour que les informations puissent être colligées dans notre informatique et renvoyées au niveau national au cas où il y aurait un positif pour que les cellules, les brigades de la CPM, quand on les appelle, fassent le tracing et cherchent les contacts des positifs pour aller les retester et isoler ce qu'on appelle les clusters et isoler les personnes pour que le virus ne se propage pas, notamment auprès des personnes âgées. Donc les personnes, une fois qu'elles ont rempli ce questionnaire, elles passent dans des bureaux de nos secrétaires, ça va très vite, qui revérifient que le questionnaire a bien été rempli. Et ensuite, munies de ce questionnaire et des étiquettes spécifiques, elles vont se faire prélever dans les cabines là, que vous voyez au fond derrière moi, par des préleveuses. Le but, c'est que les personnes ne passent pas plus de 15 minutes
dans le gymnase. Donc comme vous l'avez vu, c'est une marche en avant. Les gens rentrent d'un côté et sortent de l'autre. Donc pas plus de 15 minutes chrono, et effectivement depuis ce matin c'est le cas, puisqu'on a mis les moyens. Il y avait 4 secrétaires, 6 préleveurs à un moment, pour ce dépistage massif qui, on espère, sera un succès. Alors nous sommes au début d'après-midi, alors combien de personnes ont déjà répondu à votre invitation? Alors là, pour l'instant, effectivement, il n'y a que 120 personnes qui sont venues, donc c'est pas un succès, mais bon, c'est pas toujours le cas, hein, puisque on l'a déjà fait dans d'autres communes de même importance, et c'est assez fluctuant. Donc les gens se déplacent ou se déplacent pas. Alors on ne sait pas si c'est la communication ou si c'est parce que c'est pas le bon jour, mais c'est très fluctuant, puisque dans certaines villes pas loin d'ici on était à 400, là on est à 120 à 14 heures. Je pense pas qu'on arrivera à 400 à 18 heures, mais on ne sait pas. On ne sait pas ce qui va se passer, mais en tout cas on est prêt pour recevoir toutes les personnes qui se présenteront pour faire le dépistage. Alors, est-ce que vous avez des personnes qui vous posent des questions sur inquiétude, sur le Covid, tout ça, en dehors du contrôle? Oui, en plus, comme il n'y a pas une affluence énorme, sauf ce matin en tout début, on a le temps de discuter avec les personnes qui sont inquiètes. Déjà sur le prélèvement, voir si ça fait mal. Donc ça fait pas mal, ça pique un petit peu dans les yeux, c'est ce qu'on leur dit. Et aussi des personnes qui ont été en contact en venant de vacances avec des personnes qui ont le Covid, ou savoir si ça se développe dans la région, etc. On a des questions comme ça et on leur répond facilement, d'autant plus que là, il n'y a pas une affluence énorme, donc on a le temps de se poser avec les personnes si elles le désirent. Alors, en dehors de cette journée, vous faites aussi des contrôles à votre laboratoire, je crois. Tout à fait, donc on fait des contrôles au Cateau tous les matins de environ 9h30 à 10h30, 11h, selon l'affluence, en drive. Donc les gens viennent en voiture, avec prise de rendez-vous avant par contre, puisque là on remplit le questionnaire par téléphone avec la personne et on fait le dossier par téléphone. Et l'après-midi de 14h30 à 15h30, sachant que si l'affluence, s'il y a plus de demandes, on élargira ces plages horaires et voire on changera de système, puisque l'hiver, le drive, ça va être peut-être un peu compliqué pour nous, puisque pour l'instant on n'a pas eu trop de pluie pour les préleveurs. Mais ça risque de poser un problème quand l'hiver va arriver, puisqu'on pense que ça va continuer, d'autant plus que le gouvernement met l'accent sur le dépistage massif, pour éviter de réaliser un nouveau confinement. Et donc là actuellement, il y a 15 jours, on était encore à 600 000 tests semaine au niveau national, et là on est passé à 900 000. Alors, en ce qui concerne nos laboratoires, contrairement à dans les laboratoires de métropole lilloise ou Paris, où là, effectivement, vu la population et le taux de positivité, ils sont complètement débordés, avec des résultats qui ne sont pas toujours en 24 heures. Nous, on est toujours capable actuellement de délivrer des résultats en moins de 24 heures. Et on s'est équipé pour, d'ailleurs, puisqu'il y a encore des machines qui vont arriver, pour augmenter la cadence et voir faire des tests pour d'autres laboratoires, puisque on s'organise entre nous, c'est-à-dire ceux qui en ont trop nous en redonnent, et si nous on était en panne également, pour éviter d'avoir une rupture qui serait préjudiciable pour cette campagne de dépistage. Alors faut-il s'inquiéter sur le Cambrésis ? Sur le Cambrésis, non, franchement, on a un taux d'incidence qui est relativement faible. Les statistiques d'ailleurs sont sur Internet, sur le site de l'ARS. De mémoire, on est dans les 2,5%, alors que là où c'est beaucoup plus important, c'est dans la métropole lilloise, forcément dans les zones plus urbanisées, avec beaucoup de gens qui sont partis en vacances, de jeunes qui sont partis en vacances et qui reviennent. D'ailleurs, actuellement, ce qu'on voit, moi personnellement, c'est pas au niveau général, ce sont souvent des jeunes qui sont partis en vacances et qui sont tout à fait asymptomatiques,
et bon, qu'on trouve positif, mais ça permet au moins à ce que ces personnes n'aillent pas contaminer des personnes plus âgées ou à risque, ce qui causera un problème comme on a connu en mars-avril, où là on ne dépistait pas effectivement, et donc on a vu ce que ça a donné. Donc pour l'instant, il faut continuer à appliquer le port du masque et respecter les mesures sanitaires. Tout à fait, oui, c'est le port du masque, les gestes barrières et les tests, puisque maintenant le gouvernement a décidé que les tests le dépistage était gratuit avec ou sans ordonnance, avec ou sans symptômes d'ailleurs. Bon, ce qui pose un problème parfois, puisque comme tout le monde vient, on a du mal à prioriser les tests urgents ou non urgents. Alors quels sont les tests urgents? Les tests urgents, ce sont les gens qui se font opérer, puisqu'on doit faire un test dans les 48 heures ou 72 heures avant. Ce sont les cas contacts qu'on doit dépister, c'est-à-dire les personnes qui ont eu un contact avec quelqu'un qui a eu vraiment qui a le Covid, qui a été dépisté positif. Donc ça, c'est les deux personnes prioritaires pour nous dans les laboratoires. Et puis donc les personnes symptomatiques également. C'est-à-dire les personnes qui ont de la toux, de la fièvre, perte de goût, d'odorat, et les personnes à risque évidemment, personnes qui sont traitées pour chimiothérapie ou qui ont des grosses pathologies et qui ont des signes ou de toux, ou de fièvre, ou céphalée ou autre. Donc ces personnes-là sont de toute façon prioritaires. Et donc on les fait passer évidemment dans nos tests avant les personnes qui viennent en dépistage massif ou pour qui sont asymptomatiques, ou même celles qui partent en voyage, bien que parfois il y a des contraintes importantes pour ceci, puisque certaines compagnies exigent un test dans les 72 heures avant le départ. Donc là, on les rend quand même prioritaires en second lieu, et en dernier lieu, les asymptomatiques ou ceux qui viennent faire un dépistage par eux-mêmes, juste pour savoir. Eh bien, merci beaucoup. Merci bien, et j'espère que ça sera une réussite. Pour l'instant, c'est assez calme, mais bon, il y a encore jusque 18 heures pour venir se faire dépister au Cateau. Donc toutes les communes, les 54 communes qui ont été rassemblées sur ce dépistage peuvent venir, et même les autres d'ailleurs, si elles passent par là. Voilà, bonne journée, merci à vous. Pendant cet été, eh bien, un couple a souhaité, même deux couples ont souhaité dire oui devant Monsieur le maire, et donc évidemment Claude Delcourt était là pour filmer l'événement. Donc nous allons célébrer le mariage ensemble de Patrick Delcine et de Karine Colombet. Tous nos vœux de bonheur. Monsieur Patrick Jean Léonce Delcine, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Karine Aline Yvonne Colombet, ici présente? Ah bah oui. Rien entendu. Oui. Madame Karine Aline Yvonne Colombet, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Patrick Jean Léonce Delcine, ici présent? Oui. Très bien. On peut les applaudir.
Au nom de la loi et par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare unis par le mariage. Vous pouvez les applaudir. Ils ont également décidé de se dire oui pour le meilleur et pour le pire. Nous allons retrouver à l'Hôtel de Ville Claude qui était également présent pour la célébration du mariage de Christophe Danhé et d'Anne-Sophie Sérusier, également tous nos vœux de bonheur. Monsieur Christophe Danhé, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Anne-Sophie, Mélanie, Ludivine Sérusier, ici présente? Oui. Tu l'as bien là? C'est pas fini, hein. Attendez avant d'applaudir, c'est pas fini. Madame Anne-Sophie, Mélanie, Ludivine Sérusier, acceptez-vous de prendre pour époux Monsieur Christophe Danhé, ici présent? Oui. Oh ben c'est bon. Alors à moi de jouer. Au nom de la loi, par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare unis par le mariage. Merci. Et vous pouvez vous embrasser, vous n'êtes pas masqués. Avant les vacances, vous étiez nombreux à râler pour ceux qui pratiquent la rue du Pont-Fourneau, les pavés, chaussées glissantes. Et puis finalement, on a été embêtés avec des feux qui étaient obligés d'arrêter la circulation. Et donc, eh bien, il y a eu beaucoup de travaux pendant cet été pour ne pas gêner évidemment les bus pour la rentrée scolaire, rue du Pont-Fourneau et rue Frontelet-des-Jardins. Et Bruno Manel se propose de faire le point sur ces travaux d'été. Alors Monsieur Manel, peut-on faire le point de ces travaux d'été? Alors oui, tout à fait. Bonjour, cartésiens, cartésiennes, bonjour. Les travaux d'été, donc nous avons profité du mois de juillet, du mois d'août pour
faire une partie des travaux de réfection de chaussée. Donc, nous sommes ici au Pont Fourneau, où Noréade a pu intervenir au mois de juillet pour mettre en conformité tous les réseaux de branchement d'eau, puisque tout n'est pas encore fait. Hein. La loi oblige à changer les tuyaux de plomb, et donc, avant de refaire la chaussée, ça a été fait au mois de juillet. Nous sommes aujourd'hui sur le Pont Fourneau. Le Pont Fourneau qui, lui, sera modifié fortement puisque on enlève les pavés. Hein. Les pavés, c'est vrai, esthétiquement, c'était joli, mais bon, ça glissait. Il y avait des flaques d'eau qui se formaient, donc il a été décidé de les enlever et de couler, de l'enrober, comme ce sera fait sur l'intégralité de la rue du Pont Fourneau. Donc c'est l'entreprise Eiffage qui a été retenue pour la réfection de ces travaux. Donc je pense que fin de semaine, c'est-à-dire que vers le 21-22, la chaussée sera réouverte à la circulation totalement. Et avant de commencer bien sûr les travaux comme ça a été défini il y a quelque temps avec le département au niveau du rond-point au niveau de la gendarmerie, hein, à Carrefour de l'Europe. Donc les travaux, il y en a pour 37 000 € TTC, hein, donc totalement financés par la ville. Donc voilà pour le secteur du Pont Fourneau. Il y a eu aussi la rue Cuvier, rue Fontenay-des-Jardins. Donc là, pareil, hein, Noréade est intervenu début juillet pour tout ce qui est assainissement et branchement d'eau. Et là, on vient de terminer l'enrobé sur la chaussée. Les trottoirs sont en cours de réfection et aussi la suppression des feux place du 3 septembre par l'entreprise SNEF, suppression des feux. Et donc c'est Leclerc TP qui a eu le marché pour 85 000 € TTC aussi. Donc voilà, là où on en est, on a essayé on a tout mis en œuvre pour pendant cette période d'été gêner le moins possible et les riverains et les commerçants du Cateau, et aussi être prêts pour la rentrée scolaire. Pendant les vacances, nos chérubins ont fréquenté Vacances Pluriel et également l'Alpe, donc le lieu d'accueil, de loisirs et de proximité. Et finalement, on voit qu'ils étaient contents de participer à toutes ces activités, comme nous le montre maintenant ce reportage. Moi, je suis Marie, la directrice, donc toute fraîchement arrivée chez Vacances Pluriel. Donc, je serai donc la 3e directrice du secteur Nord. Et donc là, je suis directrice sur les 6-12. Vous êtes à l'école Matisse pour l'accueil de loisirs, puisque c'est les vacances, et les vacances riment avec centre de loisirs. Alors on y fait quoi au centre de loisirs? Alors plein de choses, on peut y faire de la danse afro, on peut y faire de l'aïkido, de la piscine, du musée, on peut aller découvrir également l'exposition Playmobil à l'office du tourisme, on fait des grands jeux, on fait des activités manuelles, du sport, voilà, tout en panel. Et vous accueillez combien de jeunes et dans combien de sections? Alors, donc là c'est par semaine, donc les premières semaines on était sur un effectif de 76 enfants, donc pour les 6-12, à peu près une trentaine en fait, voire 40 sur les 3-6 qui se trouvent juste derrière moi. Et là cette semaine les effectifs ont donc baissé puisqu'on est sur la fin en fait de la période de l'accueil de loisirs, donc c'est les départs en vacances. Donc cette semaine chez moi, chez les 6-12 on accueille 58 enfants et une trentaine chez les 3-6. Alors vous êtes responsable de la jeunesse, c'est bien ça? Oui, je suis responsable de la jeunesse et donc cette année, pour démarrer mon rôle, on a fait la réalisation du centre de loisirs de cet été, donc on est quand même l'une des rares communes à l'avoir mis en place. Avec le Covid, beaucoup ont eu peur, mais là finalement on est à la dernière semaine et on se rend compte quand on fait le bilan que tout s'est très bien passé. Les enfants sont super contents. Les activités proposées ont respecté le protocole et je pense que les enfants ont réussi à oublier que le Covid existait entre guillemets durant ce mois. Donc voilà, on a tout centralisé ici à l'école Matisse.
ce qui nous semblait la meilleure solution, puisque d'habitude on était sur l'école Sédou, enfin anciennement école Sédou et Palais des Sports. Là cette année tout est centralisé sur l'école Matisse, donc je pense que c'était beaucoup plus simple pour les familles et pour le centre, pour tout ce qui était protocole, etc. Alors je crois qu'il y a quelques petites choses à rajouter sur les séjours. Alors oui, effectivement, donc on a mis en place des initiations au camping qui se sont passées en semaine 2 et semaine 3. Donc la semaine 2, nous avons emmené les 6-8, donc à EPI. Et la semaine 3, c'était donc les 9-12. Et les 9-12, ça a été un peu... on a fait autrement les choses, on a apporté de la nouveauté et ils sont partis donc en vélo. D'où donc j'avais oublié aussi de parler donc de l'initiation au vélo qui s'est passée donc ici à l'école Matisse, où on a appris aux enfants en fait à respecter entre guillemets un code de la route. Donc c'est pour ça en fait que voilà, on a pu après on s'est permis en fait de pouvoir les emmener en vélo jusqu'à EPI. Donc il y a eu 2 convois qui sont partis, donc un à 10h et un à 12h30. Et voilà, les enfants ont alterné en fait 20 km. Et donc pour avoir un total de 40 km voilà, au final pour partir camper. Voilà, voilà. Alors expliquez-moi un petit peu ce que vous faites. On fait du travail. Un jeu. En fait, il y a des policiers et un voleur. Et les voleurs ils doivent cacher les jetons de leurs chaussures dans leur poche. Et si par exemple ils disent c'est dans ta chaussure que c'était dans notre poche, on a le droit de recourir. Et ça compte pas. Et ça compte pas du coup là. Et nous on doit aller mettre les boutons dans le plot que la dame a là-bas. Ok, au revoir. Merci, la caméra me prend en photo, c'est bien. Ça s'appelle le ballon. La balle, il y a un diamant. La balle, Bonjour, donc moi c'est Nathalie Parent, je suis directrice pour cette semaine sur le centre Les Petits Pieds. Alors on fait quoi ces petits pieds? Cette semaine est prévue des sorties piscine, une sortie aussi découverte du musée pour la culture et enfin découverte de l'exposition de Playmobil à l'Office du tourisme. Et bien sûr du sport, des réveils musicaux en chant et en danse. Alors comment ça se passe avec les petits? Pour l'instant très bien, ils sont en forme, on en a 37 semaines, donc répartis en 4 groupes. Voilà, ils sont enchantés, le matin on danse avec eux, on chante avec eux. Ce matin il y a un groupe qui nous a préparé des petites madeleines au chocolat, donc voilà, tous les jours ils cuisinent et voilà. Benoît Liot, animateur au l'Alpe Animus de l'association Prime-Toi de Le Cateau, qui est un accueil de loisirs pour les jeunes, qu'on appelle le LALP, un lieu d'accueil de loisirs de proximité, qui est donc pour les jeunes habitants de Le Cateau, âgés de 11 et 17 ans, à partir de 11 ans au collège. Donc voilà, là nous sommes là pour justement faire un peu le bilan, puisque ça a bien commencé, le bilan de la période estivale. Comme tout le monde le sait, avec la situation, pour nous ça a été très compliqué. Nous avons dû mettre un protocole en place qui justement fait que nous n'avons pas la même convivialité qu'avant. On a dû expliquer aux jeunes le fonctionnement, le pourquoi, le comment, et enfin, pour moi la plupart des jeunes ont vraiment respecté ce protocole. On n'a pas vraiment eu de jeunes qui ne respectaient pas ce protocole. Je pense qu'ils se rendent compte du danger de ce virus. Et donc ça m'a surpris, moi le premier, puisque j'ai dû afficher complet dès la première semaine de juillet. Et j'ai été agréablement surpris, on a été victime de notre succès. Donc j'ai dû arrêter mes inscriptions, vu que le nombre de jeunes était suffisant pour notre structure. Donc vu la situation, ce qu'on a fait, on avait pour projet de partir 15 jours en Vendée, ça a été annulé. Les jeunes avaient travaillé sur ce projet justement pour pouvoir le financer. Donc ce qu'on s'est dit en concertation avec la municipalité et l'association et moi-même, c'est que ce qu'on voulait, c'est justement que les jeunes, suite au confinement, puissent justement jouir d'activités de qualité, de sorties de qualité. Ce qu'on a mis en place, donc pendant le mois de juillet, bon là c'est la dernière semaine, il nous reste plus que 2 sorties, donc
Demain, on s'en va en Belgique pour faire la descente de l'Alès en canoë. Jeudi, donc, nous partons au cinéma, Burger King et bowling. Donc les activités qui se sont passées auparavant, donc la première semaine de juillet, on est parti pour une journée pêche à Saint-Crépin avec un barbecue. Ce qu'on voulait faire, c'est vraiment deux belles sorties par semaine. Donc la première semaine, journée pêche, comme je viens de vous le dire. Après, nous sommes partis à la journée à la mer à Ardelot. Après, ils ont eu une sortie sur le Val-Joli, une sortie à Paris-Daïsa, en Belgique, près de Mons, tout le monde connaît, je pense. Une autre journée à la mer à Stella. Et là, on est revenu, il n'y a pas si longtemps que ça, une sortie dans les Ardennes où ils ont pu faire une tyrolienne d'1,2 km qui passe au-dessus de la Meuse et du paintball dans l'après-midi. Et donc là, les deux sorties, je viens de les énumérer juste avant. Donc ils ont pu, après je pense qu'ils vont pouvoir vous le dire, je pense que c'était des très bonnes vacances pour eux, malgré qu'on n'ait pas pu partir en séjour. Après je voulais dire aussi que les sorties, maintenant qu'on les a faites, pour la plupart, ça a été aussi bizarre pour les jeunes de voir cette situation qui n'est pas évidente pour tout le monde, parce que tout le monde devait porter le masque, à Paradisa c'était la même chose. Pour moi, je suis agréablement surpris du comportement des jeunes face à ce virus. Je pense que ceux qui sont au LALP, ils comprennent encore mieux que ceux qui n'y sont peut-être pas, quoi. Je sais que pour eux, ils font attention. Même maintenant, je pense que dans les magasins, ils le portent toujours. Ils ont toujours un masque sur eux. Bon, il y a quelques oublis de temps en temps, mais on ne peut pas leur en vouloir. Mais dans l'ensemble, je suis agréablement surpris de ces vacances-ci parce que je pensais vraiment avoir beaucoup moins de monde que ça. Et voilà, on est victime de notre succès et je pense que les jeunes vous expliqueront après leurs vacances. Je pense qu'ils ont, comme ils disent eux, ils ont kiffé leur sortie et les activités qu'on a, on a privilégiées à l'extérieur. Et je remercie beaucoup la mairie là-dessus puisqu'on a pu justement pouvoir utiliser le synthé, tous les parcs extérieurs, ce qui a beaucoup aidé et ce qui nous a aussi aidé dans nos activités sportives. Donc il faut savoir que grâce à la mairie et grâce à la caisse d'allocation familiale qui subventionne le LALP, c'est grâce à eux que ces sorties-là ont pu être mises en place et de cette qualité-là. Donc merci à eux et puis merci au nom des jeunes pour la municipalité et la caisse d'allocation familiale. Marc-Anne Veneziello. De Rognocco Chloé. Alors comment ça se passe ici au LALP pour vous? C'est super. Alors vous avez fait quoi? Racontez-moi un petit peu là. On a été à la mer. On a été à la mer. On a fait de la tyrolienne. On a fait du paintball. Demain, on s'en va faire du canoë. Et on va aux sorties au Burger King. On a été aussi au Val-Joli aussi. Et à Paris des Eaux. Et comment ça se passe l'ambiance ici au LALP avec vos camarades? C'est cool. Ouais, ça change pas. Non. Karim, Jamal. Alors comment ça se passe ici au LALP pour vous? Bon, très bien. Qu'est-ce que vous faites de beau? Comment ça se passe vos journées? On fait des activités, du sport, un peu de tout. Alors, que dire sur le LALP? Écoutez, que dire sur le LALP? Apparemment, tout se passe bien. Les jeunes ont l'air ravis et puis ils font carton plein puisqu'il n'y a plus de place disponible. C'est qu'il y a eu de la publicité tout autour et que les jeunes sont ravis d'être là puisqu'ils ne peuvent plus accueillir personne. Donc c'est que tout se passe bien. C'est que je pense que le mois de juillet s'est très bien passé pour eux. Donc je félicite les deux animateurs, Benoît et Reynald, pour leur travail. Voilà. La bataille du Cateau, tous les ans on vous en parle. Je crois que c'est important de garder trace de cette histoire. Beaucoup de jeunes sont morts, des jeunes qui ne connaissaient pas forcément notre patrie, des Anglais, des Australiens, évidemment également des Allemands. Et donc la bataille du Cateau a eu lieu, on vous le rappelle, le 26 août 1914,
au cours de la retraite menée par les troupes britanniques et françaises suite aux batailles de Mons et de Charleroi. Elle opposait les troupes du 2e corps d'armée britannique aux troupes de la 1re armée allemande, qui étaient très puissantes. En grande infériorité numérique et matérielle, et bien, finalement, les troupes britanniques vont bloquer pendant 12 heures l'avancée de la 1re armée allemande au prix de lourdes pertes. Toutes ces souffrances, toutes ces guerres, il ne faut pas les oublier. Et donc, tous les ans, eh bien, au Cateau, on célèbre cette bataille du Cateau. Voici les images. Autour du monument anglais pour commémorer l'anniversaire de la bataille du Cateau, qui eut lieu il y a 106 ans, le 26 août 1914. Merci à tous d'être présents. Il importe aujourd'hui comme hier que nous accomplissions le devoir de mémoire pour honorer le souvenir de ces héros, nos héros qui vinrent défendre la liberté et notre pays. Il convient de rappeler succinctement les faits, car après cette défaite héroïque qui marqua à jamais le Royaume-Uni, notre pauvre population catésienne va subir pendant plus de 4 longues années l'implacable occupation des envahisseurs allemands. Au mois d'août, en ce premier mois de la guerre, les armées allemandes se sont mises en marche à travers la Belgique pour une gigantesque manœuvre d'encerclement de l'armée française. Les Allemands avancent plus vite que prévu et en force. Face à eux, les troupes du Royaume de Belgique et les troupes anglo-françaises doivent céder le terrain. Le British Expeditionary Force, BEF, débarque au Havre du 12 au 17 août. Il est constitué de 2 corps, sur 4 divisions d'infanterie et une division de cavalerie. Il comprend fin août 1914, avec l'apport d'une 5e division, environ 82 000 hommes. Il est dirigé par le maréchal French. Placé à la gauche de la 5e armée française du général Lanrezac, le BEF est battu le 23 août à Mons, en Belgique, et se replie sur le Cateau. Pour le 2e corps, alors que simultanément la 5e armée, bousculée à Charleroi, est contrainte de battre en retraite vers le sud. Le 1er corps anglais se replie par l'ouest de la forêt de Mormal vers Saint-Quentin. Sur le terrain, la retraite est épuisante. La fatigue est telle que le général Smith d'Orient, qui commande le 2e corps anglais, décide d'arrêter le mouvement et de faire face à l'ennemi. Le 26 août, en contradiction avec les plans de French, le général Smith d'Orient livre bataille au Cateau, à la 1re armée allemande de von Kluck. À 1 contre 3, les 2 divisions anglaises et la brigade de cavalerie Allenby du 2e corps font face à 6 divisions allemandes fortes de 170 000 hommes. Surclassés en nombre et en matériel d'artillerie, les Britanniques parviennent à arrêter la progression allemande. Cependant, la pression des envahisseurs contraint Smith d'Orient à replier ses troupes dès la tombée du jour, vers Saint-Quentin. La brigade de cavalerie française du général Sordet, venue en renfort, permet la retraite de l'aile gauche britannique. Les Britanniques laissent sur le terrain entre 7000 et 7800 hommes, tués, disparus, prisonniers. Après avoir cherché en vain la décision à la Marne, puis à l'Aisne et à la Somme, les forces britanniques poursuivent le combat, successivement à Arras, sur l'Isère et à Ypres, aux côtés de l'armée française, jusqu'à la victoire totale sur les forces de l'envahisseur allemand. Ils délivreront la ville en octobre 1918. Pour commémorer cet événement, le 26 août 14, en 1926, on élève ce mémorial qui porte sur ses 4 faces les noms des nombreux régiments d'infanterie et d'artillerie qui prirent part à la bataille. Suffolk, Argyll, Manchester, Lancaster. Nos amis anglais le nomment The Suffolk Hill Monument. La 93e batterie du Royal Field Artillery, héroïque pendant les combats, porte depuis le nom de Le Cateau. Ceci a été accordé par décret royal. Plusieurs croix de Victoria seront attribuées pour faits d'armes exceptionnels lors de ces combats. La ville et l'entente patriotique du Cateau-Cambrésis commémorent chaque année cet événement. C'est toujours avec beaucoup d'émotion que la Commonwealth War Graves Commission s'associe aux manifestations, aux commémorations qui se passent sur le territoire français. Comme vous le savez, la Commonwealth War Graves Commission a pour charge de commémorer les 570 000 soldats de l'Empire britannique qui sont tombés lors de la Première et Deuxième Guerre mondiale en France, et principalement dans les Hauts-de-France. J'aimerais
vous lire un texte qui est lu habituellement, qui s'appelle l'Acte du souvenir, et qui commémore justement ces soldats. Ils ne vieilliront pas, contrairement à nous qui auront cette chance. Ils ne seront pas épuisés par l'âge, ni condamnés par les années. À la tombée de la nuit et au petit matin, nous nous souviendrons d'eux. Il y a peut-être un petit-fils qui aurait entre 70 et 80 ans, qui tous les 26 août doit regarder le calendrier et dire « c'est le jour où j'ai perdu mon grand-père ». Dans 7000 familles, il y a eu un prêtre ou un représentant de la paroisse, la parish, qui est une unité de l'état civil en Grande-Bretagne, qui est apparu pour leur dire « le cateau, votre frère, votre fils, votre père, vous ne le reverrez plus, il est tombé au cateau ». Le nom du cateau est ainsi dans la mémoire de la Grande-Bretagne. Les historiens s'accordent à dire que la bataille de retardement du Cateau, puis 2-3 jours après la bataille de retardement de Guise, de Lanrezac, avec des désobéissances à la fois de Smith-Dorien et de Lanrezac, ont permis de gagner 48 heures pour retarder la formidable armada de von Kluck. En 1920 également, on pense à la paix. La Société des Nations, qui a été créée en 1919, tente d'éviter les conflits et d'assurer la paix entre les différents États. Il reste à redéfinir les frontières des nouveaux pays de l'Europe, en particulier l'Europe centrale. Mais en Allemagne, le sinistre Parti ouvrier national-socialiste vient d'être créé. 20 ans plus tard, en 1940, ce sera un nouveau conflit qui aura éclaté. Je voudrais simplement rappeler que, effectivement, beaucoup de jeunes venus de très loin, traversant la Manche, ne connaissant pas la France, par leurs sacrifices font qu'aujourd'hui nous sommes en liberté et vivons partiellement en paix en Europe. Et pour cette raison-là, je pense que leur sacrifice ne doit pas être un vain mot, mais se souvenir à chaque fois, peut-être tous les jours, surtout dans les temps actuels où on voit que des gens font porter des traces sur des monuments commémorant des martyrs de gens. Je pense que le devoir de mémoire, ce qu'on appelle vulgairement le devoir de mémoire, mais surtout se souvenir de tous ces sacrifices font que tous les ans, chaque personne devrait avoir une pensée pour toutes ces personnes qui ont donné de leur vie, leur sang, ont quitté leur famille un beau jour en sachant pertinemment qu'ils ne reviendraient plus les revoir. Si vous regardez la presse, eh bien, vous avez sûrement appris que nous avons eu la visite de Monsieur le garde des Sceaux au Cateau, à l'hôpital. Alors évidemment, eh bien, quand nous avons appris cette information, eh bien, nous avons envoyé notre photographe et puis notre reporter. Enfin, il y avait André Biangou et puis Claude Delcourt qui ont été voir cette visite. Évidemment, il y avait beaucoup de télévision, on a pu ramener des images. Et finalement, eh bien, vous ne pourrez pas voir ce sujet en journal, puisqu'il est important. Et donc, si vous n'avez pas eu l'occasion de regarder le magazine qui a été diffusé avant ce journal, eh bien, vous savez que toute cette semaine, il sera diffusé en magazine. Et donc, on a également un petit sujet sur Tati Daniel, qui fait le tour des commerçants catésiens. Donc, c'est 2 sujets que vous pourrez voir, qui a été traité en magazine avant ce journal. Voilà, et donc c'est important. Les brèves, elles sont importantes. D'une part, alors vous savez que la campagne des impôts des particuliers constitue un moment important dans la relation entre les contribuables et l'administration fiscale. Et finalement, dans ce contexte, avec le Covid, et afin d'accompagner au mieux les usagers,
Il y a M. Mordac, qui est directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord, qui propose d'organiser une permanence d'une journée dans les locaux du Trésor public du Cateau. Elle serait assurée par un agent des services des impôts de Cambrai et se tiendra le jeudi 10 septembre prochain. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Si vous avez des questions, eh bien, vous savez qu'ils sont là pour répondre à vos questions. Le magasin solidaire. Le magasin solidaire va solder tous les vêtements d'été. Vous avez des vêtements en bon état pour bébés, enfants, ados, mais également adultes. Pour les personnes âgées également, pour tous les goûts, de toutes les couleurs. Alors c'est ouvert sans inscription, habitant ou non le Cateau. Alors attention, 1 € pour 4 vêtements adultes, c'est vraiment donné, ou 1 € pour 7 vêtements enfants. Les horaires d'ouverture, c'est le mardi de 14 h à 17 h et le jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. C'est proposé par les bénévoles du magasin solidaire. On leur tire notre chapeau parce qu'ils continuent à bien œuvrer pour vous tous. Cette année, la Saint-Mathieu, que va-t-il se passer? Vous savez qu'avec le Covid, eh bien, il y a beaucoup de modifications. La Saint-Mathieu va bien avoir lieu, mais avec quelques ajustements. D'une part, le défilé des associations est annulé. Ça, vous l'avez tous entendu. La fête foraine, par contre, sera bien présente pendant 15 jours. Comme chaque année, le port du masque est important, il sera obligatoire. Donc faites attention. Vous savez que pour les enfants de moins de 11 ans, ce n'est pas obligatoire, mais faites attention, on ne le répétera jamais assez. Nouveauté pour cette année, eh bien, il y aura le Carpodium de Chéri FM et un feu d'artifice va clôturer donc ces fêtes le premier samedi. Donc le feu d'artifice, c'est pour lancer les 15 jours des festivités. Il y aura également des animations itinérantes le dimanche. La foire, évidemment, se déroulera le 2e samedi du mois de septembre. Et pour terminer, eh bien, il y aura une animation surprise qui vous est proposée par les forains et qui clôturera la Saint-Mathieu 2020. Le lundi 14 septembre, un don du sang. Vous savez qu'on en a actuellement énormément besoin. Donc je vous propose de rejoindre toute l'équipe au Palais des Sports le lundi 14 septembre de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h. Pour vous accueillir en toute sécurité, il faut savoir qu'on va privilégier la prise de rendez-vous à cette adresse. Cécile vous le remettra, hein, mon RDV, don du sang, efssanté.fr. En cette période particulière, eh bien, le manque de sang se fait sentir et n'hésitez pas à aller donner votre sang pour sauver des vies. Ne vous inquiétez pas à propos du Covid. Toutes les mesures sont prises, évidemment, pour assurer votre sécurité. Voilà, j'espère que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie. Je vous donne rendez-vous très prochainement avec toute l'équipe de Beffrovision. Et puis, suivez bien tous ces conseils et puis tout se passera bien. À bientôt, au revoir.